aussi, j'aimerais qu'on revienne. Vous allez vous en charger d'Éric Dupond-Moretti. Allez-y. Sur tous les points. Alors, est-ce que la France dépense moins pour sa justice que les autres pays ? La France dépense 2 fois moins par habitant que l'Allemagne, ça c'est vrai. Est-ce que pour autant, on peut dire par conséquent que la justice manque de moyens et ne serait pas laxiste ? Le problème du laxisme, ce n'est pas une question de manque de moyens, c'est une question de proportionnalité des peines. Lorsque vous avez des personnes qui commettent des viols, qui commettent des meurtres et qui ont des peines qui sont minorées par rapport aux dommages qu'ils ont causés à la société, par rapport aux dommages qu'ils ont causés à la victime, est-ce qu'on peut parler d'une justice qui pratique une tolérance zéro ? Non, ce n'est pas le cas. Le deuxième point que vous dénoncez, c'est de dire on a un taux de surpopulation carcérale. Mais en même temps, si on n'a pas de place de prison, il suffit que vous mettiez 10 personnes en prison, et vous avez un taux de surpopulation qui est très élevé. Le problème, c'est pas la surpopulation, c'est le fait qu'il y ait trop de tarés en France. C'est ça le sujet essentiel. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de prisons qui sont en rapport avec une société ultra-violente ? Lorsque vous avez Enzo qui se fait tuer à 15 ans uniquement pour un regard, est-ce que vous pouvez dire que la société va bien ? Non, si la société va mal, qu'elle est ultra-violente, il faut par conséquent augmenter le nombre de places de prison. Non mais attendez, c'est un très bon exemple, Enzo. C'est un très bon exemple, Enzo. Le problème, c'est pas la politique. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Vous savez ce qui lui est arrivé du coup à celui qui a poignardé Enzo ? Le problème, c'est il est placé en détention provisoire. Il y a une réponse. Il y a une réponse automatique de la justice. On attendra. Je vais y arriver. On attendra de voir quand je vais y arriver. Enfin, c'est mon dernier argument. Ça va être très simple. Vous avez dit la justice manque de moyens, c'est pour ça qu'elle ne serait pas laxiste. Or, on a vu pendant les émeutes que si Parquet avait des consignes claires d'un point de vue exécutif, il était capable de condamner rapidement. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est toujours une question de volonté politique. Et malheureusement, la volonté politique n'existe pas. Et il y a un problème d'idéologie de la part des magistrats. Est-ce qu'il y a la volonté politique ? Faites ce parallèle avec George Floyd. William T, un petit mot, il nous reste 5 minutes pour aborder ce dossier. Moi, je pense que si l'affaire a mis autant de temps, c'est parce que les politiques, les responsables, les magistrats avaient le choix entre les émeutes et le déshonneur. Et finalement, ils ont choisi le déshonneur. Et ils ont eu les émeutes aussi. Et ils ont eu les émeutes aussi. C'est pour ça que l'affaire se clôt maintenant, après les émeutes, tout simplement. Pardon. Parce qu'en fait, ils ont eu peur que l'affaire Traoré conduise à un Black Lives Matter à la française. D'ailleurs, ce qui a été sponsorisé par une grande partie des médias américains progressistes qui ont poussé Assa Traoré comme jamais. Comme les médias français, comme les médias de gauche français. Il a déroulé le tapis rouge jusqu'à l'ONU quand même. Qui voulait faire en sorte que les thèses racialistes des États-Unis soient importées sur le continent européen et particulièrement en France. L'autre point que je vois, c'est qu'enfin, la PME familiale des Traoré, de la spécialisation, de la victimisation, va pouvoir prendre fin. Ils vont arrêter de vendre des t-shirts, des effigies. Mais si vous croyez que ça va s'arrêter, rien n'est moins sûr. C'est un business model. Parce qu'il y aura un avant et un après-émeute. C'est-à-dire que l'ensemble des forces politiques va conduire à un changement de modalité. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont soutenu Assa Traoré, qui ont condamné les policiers en avance, est-ce que le tribunal médiatique, est-ce que toute la presse, est-ce que les élites politiques qui avaient soutenu Assa Traoré vont publier dès demain ou lorsque le verdict sera rendu un communiqué de presse pour mettre un genou à terre pour s'exprimer devant les policiers et devant toutes les personnes. On attend Sandrine Rousseau. Absolument pas toutes les expertises, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Non mais ça ne fait pas toutes les expertises. Une expertise, ça ne fait pas toutes les expertises quand même. Il faut remettre un peu de mesure, on ne peut pas non plus dire tout et n'importe quoi. Et il ne faut pas décréter non plus la justice à la place de la justice. Ça, c'est ce que disent les gens à gauche, mais ça marche dans les deux sens en fait. Évidemment, de toute façon, on voit bien que c'est une justice de vitesse. C'est-à-dire que si la justice suit leur thèse, c'est une bonne justice. Si par cas la justice ne suit pas leur thèse, c'est une mauvaise justice. Donc on voit bien, pour reprendre ce que disait Garenne, qu'en fait, il y a une justice pour la gauche et il y a une mauvaise justice qui soutiendrait en fait les policiers, etc. Moi, je pense que le point essentiel sur cette affaire, c'est que de toute façon, il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que c'est la question qui est clé. C'est pas étonnant que cette affaire arrive après les émeutes et que le parquet requiert un non-lieu après les émeutes. On sait maintenant que mettre un genou à terre et s'agenouiller devant les types ne permet pas d'éviter les émeutes. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu l'expérience aux États-Unis, on faisait le parler avec Black Lives Matter, c'est que les États-Unis ont choisi dans un premier temps de mettre un genou à terre et ça n'a pas empêché des semaines et des mois d'émeutes. Or, ce qui a permis aux États-Unis et en France de restaurer l'ordre, c'est quand l'État était fort et qu'on a mis des policiers partout pour reprendre le contrôle du territoire. On veut répertorier les avis des Français sur la notion d'ordre, de sécurité, de République, de valeur de la République. C'est toujours à peu près le même ratio. Ce qu'on voit, c'est que sur la question de l'ordre, les Français ne sont pas fans du en même temps et de gauche et de droite. Ils veulent une réponse très claire de droite, ils veulent davantage d'ordre, ils veulent davantage de sécurité, ils veulent que l'État soit en capacité d'assurer les lois, d'assurer le respect des lois de la République française sur l'ensemble de son territoire, ce qui n'est pas le cas. Et je pense qu'on aura un avant et un après émeute. Alors que vous posiez la question aux Français sur est-ce que vous voulez davantage d'ordre, est-ce que sur les priorités sécurité, immigration, etc., c'était jamais les priorités essentielles. La priorité essentielle, ça a toujours été l'écologie et le pouvoir d'achat.
Maintenant, ce qu'on voit depuis l'émergence des émeutes, c'est que les priorités des Français ont changé. Ils ont compris que lorsque vous y êtes face à une menace imminente, il fallait davantage assurer sa sécurité, qui est la première des libertés, plutôt que d'assurer des perspectives beaucoup plus long terme et beaucoup plus humanistes, comme sur la question de l'écologie. Donc la question qui est posée à Emmanuel Macron, c'est est-ce que Emmanuel Macron est capable de faire un tournant idéologique et un tournant politique pour tourner la page de son en même temps. Emmanuel Macron, c'est le gouvernement qui soutient à la fois les forces de l'ordre et qui demande de mettre un genou à terre comme Castaner. Or, sur la question de la sécurité publique, vous ne pouvez pas à la fois faire du en même temps. Soit vous êtes pour les forces de l'ordre, soit vous êtes en faveur d'une politique humaniste. Vous ne pouvez pas faire les deux. La question essentielle qui est maintenant posée, c'est est-ce qu'il est capable de mettre le paquet alors que l'ensemble des Français sont prêts à des mesures plus fortes. Lorsque vous posez la question à l'ensemble des citoyens, ils vous disent qu'à 70%, ils étaient capables d'envoyer l'armée pour gérer les émeutes. Or, si vous envoyez l'armée pour les émeutes, c'est pas pour faire du maintien de l'ordre, c'est pas pour jouer au foot avec les gamins, c'est pour tirer. Donc, ça veut dire que les demandes sur les Français, sur les questions d'ordre, sont beaucoup plus importantes. Est-ce qu'ils sont prêts à des mesures d'exception pour lutter contre les trafiquants de drogue, pour reprendre les territoires perdus de la République, pour faire en sorte que la loi des caïds, la loi des gangs et les islamistes disparaissent de nos quartiers pour assurer le respect et l'unité du territoire et donc le respect de la République française? L'ensemble des points par référendum passerait à 65-75%. J'ouvre ça comme question. Le rapport de tête, c'est pas totalement exact, était plutôt sur un Macron était à peu près 40-45 d'opinion favorable ou de soutien de l'opinion publique sur l'ensemble des questions économiques, régaliennes, etc. Donc on a bien un avant et un après émeute. Ensuite, après, pour répondre sur les différents points qui ont été évoqués, le point essentiel, c'est que les Français ont compris qu'avec les émeutes, ils étaient obligés de sacrifier l'art de vie à la française pour s'adapter aux menaces conjoncturelles et aux menaces que vous avez face l'ensemble de nos concitoyens. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus de quartier qui est protégé. À l'époque, vous pouvez vous dire, bon, c'est pas grave, c'était ce que disait Christophe Guilluy avec la France périphérique, vous fuyez les banlieues, vous allez en zone périphérique et vous fuyez la délinquance, la criminalité, etc. Maintenant, aucun territoire n'est épargné par la délinquance et par l'ultraviolence et la barbarisation de la société. Lorsque vous prenez l'ensemble des points, si par cas vous devez changer votre mode de vie, votre art de vie, que vous avez peur de prendre le transport le soir, vous êtes obligé, notamment dans les grandes villes, de prendre les Uber, les VTC, etc., pour uniquement rentrer chez vous et pour pouvoir sortir, ça veut dire que vous faites un sacrifice qui est votre propre liberté. Et donc du coup, est-ce que vous n'êtes pas prêt à davantage de sacrifier votre liberté pour davantage de sécurité? L'ensemble des Français se disent, l'ensemble des points évoqués par la gauche qui étaient, ne prenez pas de mesures liberticides parce que de toute façon, vous n'arrivez pas à poser la sécurité. Aujourd'hui, de toute façon, ils subissent un confinement de fait à cause de l'ultraviolence. Et 800 000 à 1 million d'élèves, je crois, chaque année, la question du harcèlement. Premier point, c'est est-ce que Attal a raison dans sa description du réel? Lorsque vous voulez être homme politique ou femme politique, il faut commencer par décrire le réel pour pouvoir apporter des bonnes solutions. Or, ce qu'il dit est plutôt juste dans la mesure où il dénonce le véritable problème. C'est-à-dire que lorsque vous êtes victime de harcèlement, c'est vous en fait qui êtes double victime. D'une part du harcèlement, et en plus c'est vous qui devez changer de vie. Et ça pose l'inversion des valeurs qui est victime, qui est en cours en France. C'est-à-dire que lorsque vous êtes coupable de quelque chose, c'est vous qui perdez. Et donc du coup, l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. Or maintenant, est-ce qu'il s'est trop avancé dessus? Le problème du harcèlement, c'est que lorsque vous connaissez bien l'école, vous voyez que souvent, il n'y a pas une ou deux, trois personnes uniquement qui attaquent, uniquement une seule personne. Souvent, ils sont souvent en meute. C'est un peu comme sur les émeutes. C'est souvent 10, 15, 20, 30 personnes qui attaquent la même personne. Et ce phénomène est démultiplié avec les réseaux sociaux où parfois vous pouvez avoir une véritable meute. Ça concerne notamment l'affaire Mila où véritablement il y avait une meute contre elle. Et donc le point essentiel, c'est scolaire. Non, c'est pas uniquement ça. Vous avez raison. Et donc, du coup, il parle du pouvoir des réseaux sociaux. Le point qui est posé, c'est est-ce que Gabriel Attal peut véritablement appliquer sa doctrine? Est-ce que la personne qui est victime de harcèlement peut rester dans son établissement? Ça, c'est éventuellement possible. Mais est-ce qu'il peut virer toute la meute? C'est beaucoup plus difficile et on arrive sur le point essentiel sur pourquoi est-ce qu'on a un problème d'harcèlement scolaire. Le premier point, c'est que les chefs d'établissement et les professeurs appliquent la doctrine pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème, ils ferment les yeux et donc du coup ils virent l'élève. Je ne sais pas si c'est généralisé. Est-ce que c'est pas Si, c'est vraiment généralisé. Est-ce que c'est vraiment un problème d'hommes, de femmes, de personnes? En tout cas, les chefs d'établissement sont lâchés par leur hiérarchie. Clairement. Ça c'est très clair. Vous pouvez demander à tous les chefs d'établissement, ils vous diront en off qu'il vaut mieux lâcher la victime de harcèlement plutôt que d'avoir des problèmes avec tout le monde. Parce que si vous avez des problèmes avec l'ensemble de la meute, non seulement vous avez les parents, vous avez la famille qui vous attendent en bas et qui créent des interactions et des troubles dans une école ou dans un collège. Ensuite, après, il y a un deuxième point que je pense qu'il faut poser, c'est la question de la citoyenneté numérique avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut encadrer les réseaux sociaux? Oui, les réseaux sociaux ont permis un progrès. Seulement, il faut pouvoir donner une carte d'identité et créer une citoyenneté pour faire en sorte que des personnes de moins de 18 ans soient responsables de leurs gestes sur les réseaux sociaux. Sinon, vous continuez sur le même point. Parce que de toute façon, si par cas le harcèlement scolaire, vous le stoppez à l'école, mais qui continue chez vous, ça ne changera rien. Je suis obligée de vous faire réagir parce que... Moi, ce qui me surprend, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire un spectacle pour promouvoir les femmes noires,
on est obligé de le faire au détriment des Blancs. C'est-à-dire qu'on oppose tout le temps les personnes de couleur aux Blancs. Et c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on essaye d'importer les thèses racialistes et les thèses de wokisme. Je pense que ça posera un véritable problème de la société parce que je pense que les personnes de couleur ne se reconnaissent pas dans ça. Ils sont capables d'émerger avec leur propre talent, leur propre créativité. Ils ne sont pas obligés de le faire tout le temps en opposition par rapport aux autres ethnies, si par cas on peut parler d'ethnie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je rejoins parfaitement ce que vous dites. C'est-à-dire que si par cas, souvent dans les spectacles, on peut dire qu'il y a une liberté d'expression, une liberté de création, mais dans le respect de la loi, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que l'État, pourquoi est-ce que la puissance publique force et notamment soutient ce type d'initiative. Normalement, quand vous avez ce type d'initiative qui peut être à peu près assimilé à de l'incitation à la haine, normalement, leur place est plutôt devant un tribunal pour incitation à la haine que d'abord devant un conseil régional ou devant l'État pour récolter l'argent de nos impôts. Sur les prix de transport, de l'énergie, il n'y a plus tellement de justification à maintenir les prix tels qu'ils sont. Oui, mais dessus, je crois que sur les fruits et légumes, je crois que la marge est très faible, elle doit être de 10 à 20%. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est si cher ? C'est pas une question de marge, c'est une question de coût de production. Le souci qu'on a eu à partir du moment où on a fait la politique de confinement au moment du Covid, c'est qu'on a cassé toutes nos chaînes de production et donc du coup on ne produit pas assez de produits en circulation. Et comme les produits deviennent de plus en plus rares, surtout que la Chine s'est enfermée pendant 2 ans, et ben vous n'avez pas assez de produits en circulation et en même temps, en ouvrant, en stoppant les confinements, tout le monde est ressorti et tout le monde s'est mis à reconsommer. Donc ça veut dire que la demande a été supérieure à l'offre. Oui. Et quand vous avez un décalage entre l'offre et la demande, forcément, les prix repartent. Donc le point essentiel, c'est comment on fait pour refaire repartir la production. Or, moi, je pense que pour faire repartir la production, il faut arrêter de taxer, il faut arrêter de mettre des normes supplémentaires, parce que ce n'est pas en mettant des normes supplémentaires, en mettant des recettes fiscales supplémentaires qu'on arrivera à produire plus, parce que si par cas c'était le cas, la France serait le pays le plus prospère au monde, dans la mesure où on a une invention fiscale et une invention de normes qui est sans limite. Chose quand même qui dit déjà tout, même si on ne met pas le son, avant même qu'ils prennent la parole, c'est la scénographie, les 2 hommes qui sont derrière lui. Je pense que tout est dit à travers cette image. Moi, je trouve que Darmanin a bien amélioré son image, a amélioré son efficacité gouvernementale depuis la gestion des émeutes. Il y en a certains qui trouvent qu'il n'a pas été un bon ministre de l'Intérieur, qu'il a commis plusieurs erreurs, notamment au Stade de France, où il s'est très largement trompé sur la gestion de la crise. Mais je trouve que depuis la gestion des émeutes, il a montré des qualités de bon ministre de l'Intérieur. D'une part, parce que la gestion des émeutes a été exemplaire. On a été en capacité de pouvoir répondre à des émeutes de plus grande intensité, selon les policiers de 2005, de manière efficace et en moins d'1 semaine. Et il a montré que son dispositif était capable de conduire à 0 mort. Et en plus, il n'y a pas eu 100 bavures policières. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que là, c'est là la difficulté, c'est qu'il est le seul à pouvoir tenir le gouvernement. En fait, là, on a un véritable problème. Parce qu'avec cette fronde policière, qu'est-ce qu'on montre ? On montre que le gouvernement n'a pas de base politique et n'est pas capable de pouvoir tenir un pays sans pouvoir faire appel aux forces régaliennes, donc aux forces de police. Si par cas la police se met en grève lors de la Coupe du Monde de rugby ou lors des Jeux Olympiques, vraisemblablement, on y ira droit à une véritable catastrophe. Je ne vais pas dire qu'il y a de mobilisation sociale, mais on a eu une grande mobilisation sociale lors de la réforme des retraites. Si par cas elle reprend plus de vigueur en septembre, en octobre et en novembre et que les policiers posent les armes, est-ce que le gouvernement est en capacité de pouvoir tenir la France sans tous les effectifs de police ? La gestion des émeutes a montré que nous avons besoin de toutes nos forces de police. Et grâce à Darmanin, le gouvernement, qui n'est pas forcément en phase avec tous les policiers, est capable de le faire. L'ensemble des policiers n'ont rien contre la détention provisoire du policier qui a conduit au décès de Naël. Tout simplement parce que le motif invoqué, c'était sa propre protection. Donc c'était le 7e motif, la question de trouble à l'ordre public, en disant que si l'État était extérieur, sa famille était menacée, etc. Et donc du coup, on le met en détention provisoire, non pas pour dire qu'il est coupable, mais pour le protéger. Ça, c'est pour le premier policier. Ça veut dire que l'État n'est plus... Oui, ça c'est un autre point. Ça veut dire que l'État n'est pas capable de protéger. Ça fait tomber un peu l'argument de la mise à l'abri. C'est un argument et aucun policier ne conteste cette détention provisoire. Ça veut dire que l'État n'est plus capable de protéger ses propres policiers. Par contre, le deuxième point, c'est là où moi je reprends votre argumentaire, c'est là qui est problématique, c'est que les policiers ne sont pas des justiciables comme les autres. Ils ne sont pas égaux comme vous et moi. À partir du moment où il y a le moindre fait, à partir du moment où il y a le moindre affaire politico-médiatique, ils sont présumés coupables. C'est-à-dire que les policiers sont considérés comme des sous-citoyens par l'ensemble des magistrats. Et à chaque fois que vous avez une affaire qu'un policier est mis en cause, il est présumé coupable, il est mis en détention provisoire, sa carrière sera stoppée, sa famille sera menacée, ses enfants vont être poursuivis. Et donc du coup, quand vous mettez à la place de chacun des policiers, est-ce que vous êtes encouragé à aller au boulot pour un salaire qui est très faible, alors que vous risquez de perdre votre taf, que votre famille puisse avoir des problèmes uniquement parce que vous voulez résoudre votre problème de vocation. Alors, c'est que là, William Tay ? Oui, parce qu'on a un avant et un après émeute. Lorsqu'on regarde, si cette situation était arrivée avant les émeutes, on a déjà vu une réaction politique de la part de la majorité ou d'un élu de la majorité. Il prenait à chaque fois fait et cause pour la personne qui était
qui accusaient les policiers, en l'occurrence Naël, etc. Et à chaque fois, on avait ce type d'effet. Il y avait également Christophe Castaner, lorsqu'il est ministre de l'Intérieur, qui mettait un genou à terre à chaque fois qu'il y avait une véritable problématique. Donc on voit bien que l'exécutif est en train de changer de position parce qu'on a un avant, un après-émeute. Le premier point, c'est que 70% des Français veulent davantage d'ordre et de sécurité. Donc de toute façon, même l'électorat de Macron demande des mesures de sécurité qui sont plus fortes. Le deuxième point que je vois, c'est qu'après 7 ans de procédure, on a vu finalement que les personnes qui accusaient parfois pouvaient faire de faux témoignages, comme notamment dans l'affaire Traoré, où on a vu que 7 ans après, le parquet a recueilli un non-lieu. Le parquet a recueilli un non-lieu et vraisemblablement qui sera confirmé par les magistrats du siège. Donc ça veut dire que comme ça a été évoqué précédemment, il y a des histoires qui ne sont pas forcément véridiques et il faut toujours attendre que le temps médiatique n'est pas le même que le temps judiciaire et que bien souvent, des policiers sont innocentés a posteriori. L'autre point que je vois, c'est que ça veut dire, et c'est ça le véritable problème, c'est-à-dire qu'actuellement, l'exécutif a peur d'une rébellion et d'une fronde policière, tout simplement. Moi, je pense que c'est ça le grand changement majeur. Les deux détentions provisoires. Oui, tout simplement, parce que lorsque vous prenez Olivier Véran, qui vient principalement de la gauche, a tenu des commentaires qui étaient contradictoires avec ce qui tient là actuellement. Elisabeth Borne aussi, Emmanuel Macron aussi. Si par cas, ils tiennent ce type de position et que tout le monde se met derrière Darmanin, tout le monde se met derrière DGPN, ça veut dire qu'ils sont derrière la police parce qu'ils ont peur que la police fasse une fronde et lâche le gouvernement. Alors,